Bienvenue en tout cas ici, je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Et puis avant de commencer à vous parler d'économie, en tout cas du nouveau monde économique dans lequel nous sommes en train de courir exactement, je dois vous faire un aveu pour être tout à fait honnête, c'est que lorsque j'ai été contacté, j'étais ravi de faire partie de l'expérience TEDx puisque je l'utilisais moi-même. Par contre, lorsqu'on m'a dit il va falloir trouver quelque chose où tu parles d'humanité, j'ai dit ok, mais moi je suis économiste, je travaille sur la monnaie, humanité, et j'étais pas très inspiré pour être honnête. Et puis la chance a voulu que, au moment où j'ai reçu ce mail, j'étais dans le train et j'étais à Londres pour tout vous dire. Et puis je me suis arrêté dans cette gare qui était relativement glauque. Toute une série de publicités était là. Et puis mon regard s'est arrêté sur cette pub d'une grande marque de carte bleue, comme vous l'aurez deviné, qui nous disait que finalement, le fait d'utiliser de l'argent cash, comme disent les Anglais, des billets, des pièces, c'est totalement out of date. Vous faites partie de l'ancien millénaire, c'est ce que j'ai compris. Bon. Pourquoi je me suis arrêté sur cette publicité, je ne sais pas vraiment, en tout cas elle était peut-être juste devant moi. Et puis j'ai repensé que cette publicité, finalement elle avait quelque chose qui n'était pas si nouveau que ça, puisque lorsque j'étais déjà étudiant, j'avais déjà lu des types d'articles qui étaient relativement proches de cela. Il y avait une publicité, en tout cas une affiche, qui m'avait marqué, c'était celle de The Economist, où qui nous disait que déjà en 2007, on avait changé de millénaire. Alors je suis désolé d'être désobligeant envers vous, on n'a pas la même différence d'âge, mais il n'empêche qu'on fait tous partie du paléolithique, puisque certainement vous utilisez encore des billets, des pièces, et donc de ce fait, vous faites partie du paléolithique, de quelque chose qui finalement aujourd'hui n'aurait plus trop lieu d'être. Et donc là très très vite, je me suis finalement rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était assez commun et qui était même assez souvent usité, ne serait-ce que dans les enseignements, ou en tout cas même dans les théories philosophiques, c'est de faire le lien entre l'histoire de l'humanité et l'histoire monétaire. Et donc vous connaissez tous ce fameux dessin sur l'histoire, l'évolution de l'homme, et en général on associe avec l'évolution de l'homme, l'évolution des outils, et la monnaie fait partie de cela. Donc deux questions se sont posées à moi, c'est est-ce que finalement on a vraiment évolué? C'est la réponse en tout cas que j'essaierai de vous donner. Et finalement, est-ce que les évolutions de forme de monnaie, elles disent juste des choses sur l'évolution de l'économie, ou elles disent davantage de choses sur l'être humain? Et le terme d'humanité pour cette conférence était tout à fait approprié. Alors pourquoi on a tous cette idée que la monnaie a disparu? En tout cas, pourquoi même le génie du marketing et des publicitaires fait qu'on vous parle de la fin de l'ère monétaire? La réponse qui est assez simple, vous l'avez tous les jours dans vos journaux, c'est de dire qu'aujourd'hui on brade la monnaie, les banques centrales mettent des taux d'intérêt négatifs. Je me suis dit, si je vous parle de cela, je vais perdre la moitié de l'amphi, ce qui est à peu près le cas de mon métier. Donc j'ai dit non, j'ai pas envie de faire ça, et en fait je vais essayer de prendre un peu plus de recul. Et pourquoi finalement la monnaie est en train de changer, ou pourquoi la monnaie a disparu? Parce qu'on a eu une révolution, que beaucoup ont appelée la nouvelle technologie de l'information et de la communication, mais l'ère du numérique, elle a changé non pas simplement notre manière de consommer, de produire, mais elle a surtout changé notre manière de penser. Et la monnaie, évidemment, a dû suivre cette évolution. Donc la révolution numérique, elle a été vraiment un point de basculement, et au-delà même de notre quotidienneté, la manière même de concevoir la monnaie. Il n'empêche que j'avais ces deux références, cette publicité, cet article, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très débattu, cette idée de fin d'une économie monétaire, et qu'est-ce que ça veut dire une économie sans monnaie, est-ce que je vais arrêter de consommer, etc. Et je suis allé voir dans les chiffres, et j'ai trouvé une étude anglaise qui m'a fait particulièrement rire, où on essayait de poser la question aux Anglais, est-ce que vous avez déjà fait un chèque? Alors nous en France, on n'a pas fait l'étude chez nous, parce qu'on est les champions de l'émission de chèques, on émet nous-mêmes plus de chèques que l'ensemble de l'Union européenne, mais on a posé cette question aux Anglais. Et les Anglais, on leur a dit, est-ce que vous avez déjà émis au moins un chèque dans votre vie, est-ce que vous avez déjà signé un chèque? Et si on pose cette question chez les 18-35 ans, 30% vous disent non. Moi je ne sais pas du tout ce que c'est, j'utilise ma carte bleue, donc j'ai effectivement la preuve que je suis quelqu'un du paléolithique. Si on pose cette question chez les 18-25 ans, évidemment, le chiffre explose. La moitié de la population des moins de 25 ans ne connaît pas l'existence du chèque. Ils ont peut-être vu leurs parents faire ça ou leurs grands-parents pour les étrennes, mais finalement ils n'ont pas l'impression que c'est quelque chose qui encore fait partie de la réalité. Alors si on va encore plus loin, je suis allé plus loin dans l'analyse, et 100% des moins de 18 ans n'ont jamais émis un chèque. Non, pardon, ça j'aurais pas dû le rajouter d'ailleurs. Bref, tout ça pour vous dire que cette question du chèque, c'est le paléolithique pour la plupart du commun des mortels.
Et lorsqu'on regarde ceux qui sont le plus en avance sur ces questions d'une économie sans monnaie, ce sont évidemment les Suédois, hein, qui ont toujours une longueur d'avance sur toute une série de choses. Et eux, ils ont la particularité, c'est que simplement 2% de l'argent qui circule chez eux, c'est sous forme matérielle. Nous, on est à peu près à 10%. Donc, j'avais une certaine certitude en disant, bon, c'est pas juste un cas isolé, il y a quelques pays qui font cela, mais qu'est-ce que ça veut dire un monde sans monnaie? J'avais toujours pas plus d'idées, je me suis dit, de quoi je vais vous parler finalement? Je vais vous donner une réalité, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Donc je suis allé, comme tout le monde, hein, taper cashless sur Google, et voilà à peu près... Et voilà à peu près l'image qui est ressortie, c'est cette espèce de nébuleuse, une espèce d'aspirateur géant qui aspirerait les monnaies, et si vous voyez bien derrière, vous avez toute une série de chiffres qui sont des codes binaires, etc. Et la réalité qui est en train de s'offrir à nous, c'est une réalité d'une monnaie qui n'existe plus au sens monnaie matérielle, mais la monnaie va être sous forme de codes informatiques, ce qu'on appelle des crypto-monnaies ou des algorithmes. Et donc la question qui se posait, c'est qui est-ce qui émet cette monnaie, qui est-ce qui est à l'origine de cet aspirateur, et finalement, qu'est-ce que ça va signifier ou quel va être notre avenir de tout cela. Mais j'ai une véritable certitude que on était vraiment en train de changer de monde lorsque j'ai découvert, grand drame de ma vie, que même les jeux de société se sont mis à la cashless économie, puisque regardez le nouveau Monopoly. Donc là aussi, vous faites partie du paléolithique, si vous jouez encore avec vos enfants et vos petits-enfants, avec des Monopoly, des billets. Moi, j'ai appris à compter, et certainement le fait que je sois économiste n'est pas pour rien, grâce au Monopoly. Or, aujourd'hui, vos enfants, vous allez leur apprendre à compter avec « Ah, votre carte est refusée, votre carte est débitrice, etc. » La réalité, c'est que même le Monopoly a intégré le fait que la cash économie, c'est quelque chose qui n'existe plus. On va vivre dans un monde qui est sans monnaie. Donc la question, c'est qui est-ce qui émet cette monnaie? Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde sans monnaie? Quelle réalité ça peut avoir? Et là, un nouveau monde s'est ouvert à moi. C'est ce que les économistes appellent le GAFA. Le GAFA, vous le connaissez tous et vous le pratiquez tous. GAFA, c'est l'acronyme pour Google, Apple, Facebook et Amazon, 4 géants dans leur domaine. Et ils sont tellement géants et ils occupent votre quotidien que une étude a été faite, une étude marketing, et regardez le chiffre, 55% de vos tâches numériques, que ce soit de la navigation sur Internet, des achats, des playlists musicales et toute une série d'autres pratiques, passent par l'une de ces 4 entreprises. Ce qui veut dire que ces 4 entreprises, c'est finalement celles qui gèrent nos vies, notre accès et en tout cas notre manière de pouvoir apprécier la vie. J'ai ces 4 géants qui sont certes des super leaders, qui font des super profits, mais la particularité de ces 4 géants, c'est que ils ont aussi un autre pouvoir, ils ont créé, en tout cas, ils se sont accaparés une nouvelle forme de monnaie. Et leur particularité, c'est que toutes ces grandes entreprises, elles se caractérisent par le fait qu'elles font leur business dans une économie, évidemment, qui est numérique, c'est leur business plan, mais surtout dans une économie où la monnaie cash n'est plus du tout une réalité. Alors vous allez me dire, c'est pas les premières compagnies qui acceptent la carte bleue ou les cartes bleues en ligne, mais elles sont allées encore plus loin. Elles ont créé leur propre système de paiement. Vous avez évidemment Amazon, qui avait déjà développé dès le début, mais vous avez aussi toute une série d'autres marques, Alipay.com, qui est le grand Amazon chinois, et donc qui a des parts de marché énormes, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, etc., Apple Pay. Donc toutes ces grandes entreprises, elles ont compris que vous vendre un produit, c'est bien, mais vous permettre de payer ce produit et surtout de le payer sans passer par le circuit bancaire, c'était certainement ça l'avenir. Et donc ce qu'ont fait ces entreprises, d'autres l'ont fait, et donc on pourrait augmenter le schéma quasiment de façon infinie décimale. Toute une série d'entreprises aujourd'hui se font la guerre, et la vraie guerre, c'est une guerre des systèmes de paiement. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement? Dans quel monde on va être? Et le point commun de tout cela, c'est de se dire qu'on est rentré dans une nouvelle ère. Et si on reprend le premier dessin que je vous avais passé ici, l'ère qui s'offre à nous, c'est finalement l'ère de l'homo numericus. Et en fait, petit à petit, on va passer d'un mode de système de paiement à un autre. Mais particularité, c'est que ces modes de paiement, ils laissent totalement de côté les banques. Et c'est bien évidemment l'objectif de toutes ces grandes entreprises. Donc vous avez l'ancien modèle, les banques qui vous vendent des terminaux de paiement lorsque vous êtes commerçant, etc. Et puis aujourd'hui, grâce à l'ère du numérique, ce qui s'est passé, c'est que le business a simplement consisté à mettre en réseau, en mettre en relation des ordinateurs. Et en se disant, un paiement, ce n'est qu'un échange de promesses de quelque chose. Ce que fait le banquier, moi je peux le faire.
Alors ça ne veut pas dire que Amazon a le droit d'émettre sa propre monnaie, ça serait illégal évidemment et je pourrais être attaqué en justice en vous incitant de faire de la fausse monnaie. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas mon propos. Mais par contre, vous avez le droit d'émettre votre monnaie privée à partir du moment où elle est échangeable dans une autre monnaie. Et certains l'ont très vite compris. Et certainement que vous avez dû en entendre parler. Il y a un Japonais qui a émis ce qu'on a appelé la nouvelle monnaie ou la monnaie du numérique, qui est le fameux Bitcoin. Et donc ce Bitcoin, c'est l'idée de dire, je vais émettre une monnaie, cette monnaie peut être convertible dans n'importe quelle autre monnaie, et cette monnaie, elle va pouvoir en fait faire la même chose que ce que font toutes les autres monnaies, éteindre des dettes. La question c'est, comment on fait pour émettre de la monnaie lorsqu'on n'est pas une banque, ou comment on fait pour émettre de la monnaie légalement lorsqu'on est une entreprise privée. La technique de ce Japonais, elle est assez simple, c'est de dire, moi je vais créer un programme, ce programme va vous ouvrir sur un portefeuille électronique, et ce portefeuille électronique, vous avez le droit d'envoyer, comme pour des SMS, des ordres d'achat et des ordres de vente. Et en fait, lorsque je fais cela, je fais la même chose que ce que fait une banque. J'envoie des ordres. De mon smartphone, évidemment, je l'envoie à un serveur qui envoie un ordre à un autre serveur qui va vérifier la sécurité du créancier et du débiteur, qui va ensuite passer l'ordre, etc. Donc il suffirait simplement d'avoir une très bonne connexion, en tout cas de créer un réseau de réseaux, comme on dit, pour finalement arriver à éteindre ce système de paiement. Et l'avantage de cela, c'est que je passe sans mon banquier. Je n'ai plus besoin de mon banquier pour pouvoir faire ce type de transaction. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer et ce qui va poser quelques problèmes pour la suite de l'histoire, c'est que aujourd'hui n'importe qui peut indirectement émettre sa monnaie sous certaines règles à partir du moment où il est capable de sécuriser ces réseaux entre les différents acteurs. Et donc ce que fait Bitcoin, c'est tout simplement de créer un code, un cryptogramme. Vous allez payer avec votre smartphone, comme vous pouvez le faire avec votre carte bleue. Et en faisant cela, vous permettez à deux ordinateurs de se connecter, ils s'échangent des codes, des algorithmes. Pour vous, le résultat, c'est je suis payé dans une certaine monnaie et cette monnaie, elle est convertible dans ma monnaie que je connais, le dollar, l'euro, le rouble, tout ce que vous voulez. Donc du coup, finalement, il n'y a pas tant de problème que ça. Le problème qui va être posé, c'est que cette monnaie, elle va avoir un cours qui évidemment évolue au cours du temps. Et c'est en ce sens-là où on revient quasiment au début de l'histoire monétaire. Une monnaie, c'est évidemment le garantie de la valeur. Lorsque je paye en euros, je veux être sûr qu'un euro soit toujours accepté comme un euro, peu importe le temps, peu importe le lieu où je vais payer. Si vous payez avec des bitcoins, entre le moment où vous allez émettre l'achat et le moment où vous allez être débité, cette valeur peut évidemment changer à la hausse ou à la baisse. Particularité de cette monnaie, c'est que comme tout se passe par des réseaux d'interconnexion, il y a une sécurité certes qui est jugée comme plus efficace qu'une carte bleue ou qu'une banque. Par contre, il y a un anonymat qui est garanti et ce qui n'est pas sans poser problème pour des opérations qui seraient moins légales. Et donc la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement, je dois vous parler de ce Bitcoin et est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que cette monnaie qui semble être une nouvelle monnaie, mais en même temps qui semble être risquée puisque je suis jamais sûr de sa valeur, je peux gagner comme je peux perdre, est-ce que c'est finalement l'avenir? Je me suis référé à mes histoires, en tout cas mes cours d'histoire économique, et je me rappelle toujours de cette phrase, on a toujours des phrases mythiques qui restent, on ne sait pas pourquoi, et je me rappelais de cette phrase d'un économiste qui disait « la mauvaise monnaie chasse la bonne ». Au moment où on avait à la fois des pièces d'or et des pièces d'argent, tout le monde conservait les pièces d'or parce qu'elles étaient jugées comme de meilleure valeur, et donc du coup, tout le monde payait en argent, l'argent qui avait une valeur plus faible, résultat alors est sorti de la circulation. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas ce qui va se passer avec le Bitcoin? Le Bitcoin est très dangereux, ça peut être une monnaie spéculative, mais en même temps, si on va conserver des monnaies qui sont jugées comme plus sûres, est-ce qu'il ne va pas se produire cette même chose? Et c'est certainement là-dessus que nos ministres, ou en tout cas nos grandes institutions, sont en train de réfléchir, puisque cette monnaie va poser problème pour prélever l'impôt, pour prélever la TVA, ou en tout cas pour assurer la sécurité de ceux qui l'émettent. Donc est-ce que cette monnaie va chasser, ou cette mauvaise monnaie va chasser une bonne monnaie? La question évidemment va rester posée, mais je ne peux pas faire de prospective économique, je vous laisserai libre d'en juger. Par contre, pour terminer cette conférence, je me suis dit, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce que finalement on a évolué? J'ai commencé ce speech en vous montrant une photo du paléolithique, ou en tout cas de quelques dinosaures. Hein. L'homme fabrique ses outils, l'homme a fabriqué sa monnaie, fabriqué ses pièces. Et puis aujourd'hui, où est-on arrivé? On est arrivé tout simplement à toute une série d'informaticiens, qu'on pourrait appeler des geeks parfois, sous des termes un peu comiques, et qui vont simplement mettre en réseau des ordinateurs.
Est-ce que ça veut dire qu'on a évolué si on reprend notre premier schéma entre l'homme qui marchait à quatre pattes et puis celui qui se dresse, voire celui qui va être courbé? Est-ce que c'est ça vraiment l'évolution monétaire? En tout cas, c'est l'histoire qui nous le dira. Je vous remercie.